Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Débat de presse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour analyser, commenter et décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Cette semaine, donc, nous parlerons uniquement des sujets au plan national. Donc, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse pour discuter de ces différents sujets. Premier sujet, l'arrêt sur les primes de motivation des agents du ministère des Finances. En deuxième point, nous parlerons de la grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, l'arrêt du maire central de Ouagadougou sur la circulation des camions poids lourds dans la ville de Ouagadougou et le mouvement d'humeur des chauffeurs et des transporteurs est aussi au menu des débats de presse de ce dimanche. Enfin, nous parlerons une nouvelle fois donc de la forêt de Koua avec les derniers développements dans cette affaire. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale, je suis en compagnie, comme je le disais, de 4 confrères de la presse nationale. Avec nous donc Inoussa Ouedraogo de Bendré, bonjour. Bonjour Sayon. Nous avons avec nous Aimé Kambigé des éditions Sidoya, bonjour. Bonjour Sayon. Bonjour. Alors, Xavier Belamigré, donc de la radio nationale, est avec nous. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour aux téléspectateurs. Nous avons également avec nous Lionel Bilgo de Afrique Téménéis Média. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité cette semaine, vous le savez, a été marquée par la publication sur les réseaux sociaux de l'arrêt sur les primes de motivation des agents du ministère en charge des Finances et les nombreuses réactions donc, qui ont suivi cette publication. L'arrêt signé par le ministre en charge des Finances fait cas d'un traitement permanent donc des primes de motivation qui peut être revu à la hausse chaque 3 ans, contrairement donc à l'esprit donc de ces primes de motivation qui devaient être servies aux agents pendant 3 ans pour leur permettre de régler la dette vis-à-vis des banques. Alors, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a reconnu qu'il y a eu manipulation. Selon lui, un mot à la hausse s'est glissé subtilement dans l'arrêt. C'est une actualité donc que vous avez suivie, chers confrères. Comment réagissez-vous justement à cette actualité? Alors, Inoussa. Bon, je pense que l'erreur est humaine. C'est un préalable. Tous, autant que nous sommes, il nous arrive de commettre des erreurs, que ce soit dans nos métiers, que ce soit dans notre vie au quotidien. Des journalistes ont fait des erreurs qui ont valu des milliers de morts au Rwanda. Des médecins font des erreurs tous les jours et des gens meurent. Des pilotes font des erreurs, il y a des crashs d'avions. Donc on peut comprendre que même au plus haut sommet de l'État, il puisse avoir des erreurs qui se glissent. Maintenant, comme on le dit, trébucher et tomber sont 2 choses pardonnables. Mais fournir un effort pour ne pas se lever, c'est ce qui est condamnable. Or, dans le cas de notre gouvernement, je pense que ça commence à faire trop, surtout quand on dit qu'on va mener des enquêtes pour situer les responsabilités et qu'on ne le fait pas. On a plusieurs exemples. On a vu le cas de cet agent, disons, du conseil de la police municipale, Adama Pantaba, dont l'épouse est décédée avec son enfant à l'hôpital. Le gouvernement avait promis des enquêtes pour situer les responsabilités. Je ne suis pas sûr que ça ait été fait. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été le cas. On a vu même dans le cas de Isaac Zida, la nomination en tant qu'ambassadeur de Isaac Zida, il y avait eu, semble-t-il, erreur au niveau, en tout cas, du secrétariat général du gouvernement. On n'a pas su qui a introduit ce document-là au niveau donc
du Conseil des ministres et du secrétariat général du gouvernement. Voilà, donc du coup, ils avaient promis aussi des enquêtes. Là aussi, ils ont promis des enquêtes. Donc on peut comprendre qu'il y a eu des erreurs, effectivement, que quelqu'un ait fait glisser des choses, mais le plus important, c'est de situer les responsabilités. Mais beaucoup de questions se posent sur ce sujet. On se demande, est-ce qu'un ministre peut signer un tel document, un document d'une telle importance, sans l'avoir lu intégralement? Ça peut arriver à tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. C'est une erreur et l'erreur est humaine. Et j'ai vu l'ancienne ministre Nestorine Sangaré, en charge de la promotion de la femme à l'époque, expliquer un peu comment et dans quelles conditions il travaille souvent en conseil des ministres. Et quand tu la lis, tu peux comprendre que c'est des erreurs qui peuvent arriver. Mais comme je l'ai dit, le plus important, ce n'est pas l'erreur. On peut faire l'erreur. Mais pour moi, il faut aller au-delà, situer les responsabilités et au besoin sanctionner pour que demain, ça ne se répète plus. Mais malheureusement, chez nous, on commet les erreurs. Non seulement on ne situe pas les responsabilités, mais ça reste comme ça, on ne sanctionne personne et on ne fait que courir d'erreur en erreur. Et ça contribue à fragiliser l'État. D'accord, on va voir si votre point de vue est partagé autour de la table. Bilgo, est-ce que vous partagez donc l'avis de votre confrère Inoussa Ouedraogo? Moi j'aime bien la tendresse de Inoussa. L'erreur est humaine, mais la bêtise est à proscrire en fait dans le berceau de l'humanité. Je pense qu'il ne faut pas accepter qu'à ce niveau en fait de la responsabilité gouvernementale, de telles actions se produisent, et surtout l'argumentaire aussi puéril qui est servi, un mot qui s'est subtilement glissé dans toute une batterie de responsables jusqu'à la dernière personne qui a pu signer cet acte-là, c'est se foutre de la gueule des Burkinabés. Je pense qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas pardonner, surtout si on veut traiter certains sujets de façon efficace et surtout de façon apaisée. Ce sujet est très important. Ce sujet a engrangé des pertes économiques, une surchauffe sociale, et pire encore, ça a donné des nuits blanches à bon nombre de citoyens et de responsables politiques. Pour qu'à la dernière minute, on se permette de faire une relecture à la volée et laisser des mots subtilement se glisser dedans. Il y a des responsabilités qu'il faut situer. Au-delà même de situer les responsabilités, il faut que la responsabilité soit sanctionnable. On a tout le temps vogué dans nos pays-là avec des excuses, avec des compréhensions, qui sont peut-être du fait de nos traditions et de nos coutumes. Mais à un moment donné, si on veut que les choses marchent correctement, il faut sanctionner certaines personnes et faire en sorte que l'État marche de façon efficace. Vous avez parlé tout à l'heure, et là je suis d'accord avec vous, de la crédibilité. Et effectivement, ça pose un problème de crédibilité. Et d'ailleurs, je vais plus loin, me poser une autre question. Est-ce que ceux qui travaillent autour du gouvernement administratif là sont tous d'accord avec le gouvernement dans la vision? Il peut y avoir des gens, du fait de casquettes politiques, etc., qui sont au secrétariat, par exemple, du ministère, qui manipulent les trucs, mais c'est à la responsabilité de celui qui signe de faire une relecture ou au moins de faire une double lecture. Alors, justement, sur cette question, il y a des gens qui pensent que peut-être que ce n'est pas une erreur, peut-être que c'était l'accord conclu tel quel, donc qui a été publié finalement sur les réseaux sociaux. Je pense que cette option aussi est à envisager parce qu'on a vu pendant la période toute l'atmosphère qui régnait. Les syndicats du MINIFID n'ont pas voulu communiquer ouvertement par rapport à leurs revendications. Et si vous voyez l'accord qui a été conclu, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont invité leurs militants, les agents du MINIFID, à reprendre le travail. Ils n'ont pas convoqué la presse pour dire officiellement, voilà ce que nous avons eu comme conclusion avec le gouvernement, et voilà ce qui reste à attendre du gouvernement. Ils ont plus ou moins géré les choses un peu mouta comme les gens aiment le dire, et finalement, on n'a pas su concrètement qu'est-ce qui a été conçu. C'est les montants qu'ils ont exposés à la presse. Bon, oui, disons sur les réseaux sociaux. C'est le Conseil des ministres qui a publié les montants. On n'a pas su réellement ce qui s'est passé. Moi, je pense aussi que c'est symptomatique d'une certaine légèreté qu'on traite les dossiers au niveau de l'administration publique. Vous avez l'exemple qu'il nous a appris, c'est toute une chaîne. Vous voyez, il y a des gens, comme le confrère aussi l'a dit, sous certaines casquettes qui rédigent les textes. Et si les responsables qui doivent signer ne sont pas rigoureux dans la lecture, ce genre de choses peuvent arriver. Et ils l'ont dit, il faut sanctionner pour donner l'exemple. On espère qu'on ne va pas attendre peut-être d'ici le prochain Conseil des ministres pour ne pas avoir de sanctions. Ne serait-ce que des sanctions sans, je vais dire, la réunion du Conseil de discipline. On peut quand même essayer de voir à ce niveau. D'accord, oui, comme le ministre Lassana Kaboré a reconnu qu'effectivement il y avait
une erreur qui a été rattrapée. Donc, il y avait une erreur. C'est de savoir si c'était une erreur intentionnelle ou une erreur comme on peut pardonner. C'est de savoir s'il y a eu tripatouillage, parce que quand même un arrêté, c'est une loi au sens large. Voilà, et ne peut pas être touché par un individu. Et si c'est vraiment une intention malveillante, il va falloir que la personne s'explique. Parce que c'est quand même une faute professionnelle. Tout agent de l'État est soumis à quand même des obligations de loyauté et de probité. D'accord, mais on a l'impression que c'est après la publication donc, sur les réseaux sociaux de ce document que le gouvernement a réagi. Donc on se demande bien qu'est-ce qui se serait passé si le document n'avait pas été Le gouvernement ne se réunit pas tout le temps. On dit que alors qu'il y a des gens qui ne dorment pas pour pouvoir réagir sur les réseaux sociaux. Je veux dire que les individus peuvent devancer le gouvernement. Mais le gouvernement, quand même, selon ce que le porte-parole du gouvernement a dit, a examiné le sujet. Selon lui, les débats ont été vifs, même si le ministre en charge du MINEFID a dit qu'il n'y a pas eu débat. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que lorsque j'ai eu vent de cette information, pour moi, c'était une erreur humaine. Mais la réaction du ministre Kaboré, qui a tendance aussi à minimiser l'incident, m'inquiète. Parce qu'il faut qu'il s'assure qu'autour de lui, il y a des collaborateurs qui peuvent l'aider à éviter ce genre de ridicule. Parce que quand même, sortir ce genre de document qui est tant attendu, avec une erreur qui change beaucoup de choses, en hausse, ça veut dire qu'on vous condamne à hausser régulièrement, c'est pas la même chose que si on l'enlève. Permanent aussi. Voilà. Sinon, le problème de fond même, c'est de revoir même ce décret. On sait que ce n'est pas quelque chose de consensuel, mais le gouvernement l'a dit, c'est un arrangement pour pouvoir débloquer une situation qui paralysait le fonctionnement. Autrement dit, le gouvernement avait le dos au mur. Donc, c'est quelque chose qui a été donné comme ça. Pour régler un problème, il va falloir qu'au moins les termes soient régulièrement et puis fidèlement ressortis dans le texte. Peut-être que là aussi, il faut suivre. Peut-être que le gouvernement, pour voir si, en tout cas, toutes les corrections vont être faites à ce niveau. Tout à fait. Il faut suivre. Et pour moi, plutôt, je reviens sur cette faute. Si c'est une faute, comme ça peut arriver à nous autres journalistes, qu'on le sache. Si c'est une intention malveillante, qu'on le sache et que la personne soit punie. Oui, ça ne résout pas tout le problème, mais ça montre une certaine transparence, une certaine volonté de changer les choses. Oui, voilà. Et sinon, ça va se répéter. L'erreur est humaine, mais il faut prendre des dispositions de sorte à ce que ça ne se répète pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse attention au fait de décrire ça comme l'erreur est humaine, mais il y a des erreurs que l'on paye cash. Et il faut rester sur ça. Moi, je pense que, quel que soit, que ce soit de façon intentionnelle ou non intentionnelle, dans tous les cas, il y a une faute. Sur un sujet aussi majeur, et jusqu'à aller faire publication et faire... Ça veut dire quoi? On peut faire signer au président tout ce qu'on veut. C'est ça. Là encore, c'est en interne, c'est un accord interne. Imaginez si c'était bilatéral avec un autre pays. C'est grave. Donc, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, il y a des responsables. Et il faut appeler les administrateurs, ceux qui travaillent autour donc, du gouvernement et de la présidence, à plus de rigueur. Il y a certains décrets ou certains articles qui sont publiés 2 fois par nos institutions avec des fautes d'orthographe et de grammaire. Il y a des gens qui sont payés pour ça et qui ont été recrutés parce qu'ils sont compétents pour ça. Et donc, s'il ne le fait pas bien, il y a une question de compétence. Pas du tout. Donc, non, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, il y a des sanctions à prendre. D'accord. Et nous, ça veut réagir? Non, il n'y a pas de débat là-dessus. L'erreur, pour moi, est humaine. Ils ont commis une erreur. L'erreur a été rattrapée. Ils ont promis une enquête. C'est là que nous, en tant que citoyens, en tant que journalistes, nous devons suivre. Et nous assurer qu'au moins pour une fois, ce gouvernement tiendra la parole donnée. Parce que, comme je l'avais dit, de par le passé, et on peut multiplier les exemples, où ils ont dit c'est une erreur, mais nous allons mener des enquêtes pour voir et tenir informés les Burkinabés. Malheureusement, ce n'est pratiquement jamais fait. Et c'est là que ce gouvernement se ridiculise et par ricochet ridiculise tous les Burkinabés. C'est pourquoi je dis oui à l'erreur, mais il faut aller plus loin en situant les responsabilités et en sanctionnant. Pour moi, c'est un peu il faut insister beaucoup sur la sanction. Mais on veut savoir si c'est intentionnel ou pas. Ce n'est pas là qu'il faut attendre le gouvernement. Quand on dit qu'il faut sanctionner, pour donner l'exemple là,
Vous ne croyez pas donc, à cette sanction? C'est anecdotique. C'est un fait anecdotique. Voilà, J'insiste sur la sanction parce qu'on a vu des cas. Vous rappelez qu'il y a eu aussi une lettre administrative qui a fuité au niveau de la région de l'Est où le directeur régional décrivait un peu la situation sécuritaire. Et on se demandait qui a bien pu publier un peu la lettre. Oui, donc je pense qu'il faut insister sur la sanction. On n'a pas besoin de réunir le conseil de discipline pour cela. Il y a eu des erreurs. À une certaine responsabilité donnée, il faut sanctionner. Pas sur la sanction, il faut vérifier. Oui, mais justement, parce qu'il y a la sanction mérite à l'issue de l'enquête. Mais on n'a pas aussi entendu le syndicat, ou les syndicats du Minefid sur cette affaire. Ça prouve qu'il y a un guiche ou roche, je ne sais pas. Parce que, comme je l'ai dit, vous voyez à l'époque, vous voyez comment les choses ont été signées. Il n'y a pas eu de conférence de presse pour expliquer un peu le contenu du décret. Ça veut dire que quelque part, ça peut être une intention aussi de ceux qui ont rédigé, parce que les accords, comment on appelle, les avantages accordés, c'est essentiellement les agents du Minefid que ça bénéficie. Donc, on peut estimer aussi que ça peut être intentionnellement fait. Ça aussi, c'est pas seulement les agents du Minefid, c'est-à-dire même tous ceux qui travaillent là-bas. Oui, bon, quand c'est affecté, si vous regardez le fond, même si vous mourrez, vous allez encore en bénéficier pendant peut-être un mois, ou si vous prenez la retraite, vous allez encore bénéficier pendant une année plutôt. C'est-à-dire que 4 primes à partir de la dernière prime. Est-ce qu'on a regardé le fond de cet arrêté? C'est des avantages qu'on a accordés, mais le gouvernement a cédé parce qu'il voulait débloquer une situation paralysante, et ça ramène la question de la remise à plat. C'est résoudre le problème de façon globale et non au cas par cas. Oui. Sinon on aboutit à ce genre de situation. Ça pose aussi un autre problème que nos gouvernants doivent prendre sérieusement à bras le corps, la question de la transparence. On vous a élu pour être là-bas. Et au nom de la redevabilité, vous devez nous rendre des comptes. Rien ne peut expliquer qu'on signe des accords et qu'on cache ces accords-là au Burkinabé. Ça ne peut pas s'expliquer. Au nom de la transparence, au nom de la démocratie, nous avons le droit de savoir. De la bonne gouvernance aussi. Absolument. C'est discutable. Mais on ne peut pas continuer à signer des accords, à nous les cacher, et puis nous-mêmes, on est obligé d'aller chercher, de fouiller, et quand on trouve, qu'est-ce qu'on voit? Des erreurs monumentales comme celle que on a eu dans le droit. Dernière réaction. Juste sur la partie, moi je ne pense pas que c'est anecdotique, parce que c'est même fondamental dans le décret signé. Le terme à la hausse justement est capital. Et ça augure, c'est tellement subjectif que ça augure de futurs conflits sociaux à n'en pas finir. Oui. Et donc ce n'est pas anecdotique. Ensuite, si le syndicat du Minefid ne se plaît pas, c'est parce que ce n'était pas dans les accords. Parce qu'ils ne vont pas accepter que de à la hausse, on le supprime pour garder l'accord comme ça. C'est clair, si c'était un acquis, on allait les entendre. On ne les entend pas parce que certainement ce n'était pas un acquis. Donc on peut comprendre que c'est une erreur ou qu'un mot qui se soit glissé. Je ne pense pas que ce soit subtil. C'est intelligemment d'ailleurs bien glissé. Et il faut des sanctions. D'accord. Alors donc, on a bien compris vos différentes positions sur ce sujet. On va parler donc maintenant de cette grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Une grève observée donc du 21 au 25 mai sur toute l'étendue du territoire. Alors cet arrêt de travail a été décrété pour exiger du gouvernement l'application du protocole d'accord signé en mars 2017. Alors, quel commentaire vous faites justement de ce nouveau bras de fer dans lequel gouvernement et syndicats de la santé sont engagés? Oui, Kambiré. Il faut appeler ça bras de fer. Je pense que les agents de santé ont déposé leur plateforme revendicative depuis longtemps. Je pense qu'il y a un effort qui avait été fait du côté du gouvernement concernant la fonction publique hospitalière. Oui. Donc je pense qu'il y a une question de timing. Et jusqu'à ce que la forme sociale se mette en ébullition. Et ce n'était pas un bras de fer, c'est des revendications. La plupart de ces revendications sont mais s'il y avait accord, on s'est dit qu'il n'y aurait pas de grève. Par contre les parce conséquences... que les deux parties ne sont pas peut-être sur la même longueur d'onde qu'il y a eu cet arrêt de travail. Je suis d'accord, mais quand vous dites bras de fer, c'est comme s'il y a... Non, ils expriment un mécontentement à travers des mouvements autorisés aussi par la loi pour se faire entendre davantage. En tous les cas, on se rend compte que c'est une situation dramatique.
et il n'y a pas eu de coordination des syndicats, des agents, mais c'est des actions concertées où presque tous les syndicats, le SYNCHA, le CIMED, le syndicat des infirmiers, partent en grève en même temps et promettent de durcir. On voit que c'est une mobilisation, c'est un succès dramatique et il faut vraiment trouver une solution à cette situation parce que on parlait un peu des syndicats, du syndicat des agents du ministère de l'économie et des finances et ils ont eu gain de cause, sans doute ils ne sont pas totalement satisfaits. Mais ils ont eu gain de cause, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour les autres syndicats d'avoir aussi gain de cause, d'autant plus que les revendications actuellement posées sur la table sont beaucoup plus vieilles que celles qui ont été examinées et satisfaites par le gouvernement. Alors oui, Xavier. Je pense que là-dessus, il faut remarquer deux choses. D'abord, il y a le service minimum que les syndicats disent n'est pas observé. Et ensuite, il y a aussi le ministre qui a reconnu à demi-mot qu'il y a eu aussi un travail qui avait été fait, mais qu'il y a eu des erreurs. Là, le problème d'erreur se répète ici. Parce qu'à l'Assemblée, on a posé la question, il a dit aussi qu'il y avait eu des avancées par rapport à la mise en œuvre, mais leur dernière rencontre avec le syndicat, ils ont reconnu qu'il y a eu des erreurs dans le traitement, en tout cas, de ces dossiers-là. Et il fallait reprendre. Oui. Et c'est ce que les syndicats n'étaient pas d'accord, ils ont claqué la porte et ils ont maintenu leur grève. Sur le service minimum, je pense qu'il y a des secteurs aussi assez stratégiques, de mon point de vue, qu'il faut au moins observer un service minimum. C'est vrai. Bon, c'est peut-être un peu avec... quand on pose d'abord la revendication, on donne une échéance, le gouvernement ne répond pas, on parle une première fois, une deuxième fois, peut-être troisième fois, il faut mettre l'accent, la pression jusqu'à ne pas observer un service minimum pour contraindre le gouvernement. Voilà. Pour moi, l'absence du service minimum dans un secteur aussi stratégique qu'est la santé, pour moi, c'est quand même assez difficile, en tout cas pour notre pays, parce que les patients, pour la plupart analphabètes, ne comprennent pas que c'est le bras de fer avec le gouvernement qui amène certains infirmiers à déserter les centres de santé pendant 96 heures. Bon, pour certains intellectuels, on peut comprendre, mais les citoyens lambda ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce que, parce qu'il y a un agent de santé qui a témoigné quelque part dans la région de la Bougoule du Mouhoun, qu'il y a une femme enceinte qu'on a envoyée, il pleuvait même, elle, bon, humainement, elle ne peut pas supporter, et elle était obligée, malgré qu'elle était en grève, d'aller quand même secourir la dame pour qu'elle puisse accoucher. Donc, c'est pour dire que quelquefois, au-delà... Mais est-ce que ce n'est pas le gouvernement peut-être aussi qui prête le flanc quand on regarde ce qui s'est passé avec les financiers? Peut-être que les autres syndicats se disent que finalement ce gouvernement, il n'entend peut-être que le langage de la force, donc il faut durcir la lutte peut-être pour aboutir à des résultats. Bon, peut-être oui, il faut mettre la pression, mais de mon point de vue, une grève sans service minimum dans un secteur comme la santé, c'est trop. C'est la même chose pour la police. Alors, on a bien compris votre position, oui, Bilgo. Moi, je crois que c'est un bras de fer, hein, de mon point de vue. Parce qu'on parle de bras de fer lorsqu'il y a une phase opérationnelle, presque conflictuelle un peu, des discussions. Je pense qu'avant d'aller en grève, les syndicalistes ont mis en place une certaine approche qui n'a certainement pas marché, et aujourd'hui, ils partent en grève. Et ce n'est pas la première fois que le SYNCHA part en grève. Ils l'ont déjà fait. Donc s'ils repartent aujourd'hui, et encore de plus belle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de service minimum, c'est que là, on est en face d'un bras de fer entre le gouvernement et puis le service syndical. Ce que je voulais dire ici, c'est que ce n'est pas propre au régime actuel. Quel que soit le régime qui allait être au pouvoir aujourd'hui, il allait avoir en face de lui cette requête sociale-là. Et qu'est-ce que vous avez comme argument pour soutenir ça? Non, parce que tout simplement, regardez les revendications. Ce sont des accords dont ceux-mêmes qui sont là aujourd'hui ne sont peut-être même pas comptables. Bon, ils sont comptables du fait qu'ils étaient dans le régime passé. Au moment où j'ai dit que c'est une continuité. Il n'y a pas eu de changement, il y a eu un remplacement. C'est mon point de vue. Et donc, c'est des accords qui étaient négociés depuis longtemps. Certains accords sont de leur bon droit, c'est eux qui les ont signés, mais d'autres en fait viennent de très loin. Donc quel que soit le président ou le régime qui allait être au pouvoir, il allait avoir en face de lui cette fronde sociale-là. Maintenant, il a manqué de tact dès le gouvernement Paul Kabatieba. Moi, j'avais dit à l'époque que la priorité de ce gouvernement, c'était le social. Ils sont arrivés avec un moteur rutilant de remise
au niveau de l'économie. Sans oublier que l'économie ne fonctionne que lorsqu'il y a une paix sociale et lorsqu'il y a un certain apaisement social. Ce qu'il n'y avait pas. Maintenant, aujourd'hui, pour les acteurs de la santé, effectivement, vous avez posé une belle question. Est-ce que le gouvernement n'a pas montré qu'il ne comprend que le langage de la force? S'il faut répondre à cette question et être honnête, burkinabé honnête, oui. Parce que tous ceux qui ont mis la force en avant ont eu quelque chose. Donc, on est même en train de déformer le rapport entre dirigés et dirigeants à un rapport presque conflictuel, éternel et quotidien. Ça veut dire que notre vivre ensemble même est remis en cause. Comment on fait pour négocier et discuter de façon sensée sur des questions essentielles? Effectivement, quand vous regardez la pitance d'un médecin, quand vous regardez les conditions de vie des médecins, vous êtes candidat à la maladie comme moi, parce qu'on dit qu'il ne faut jamais dire jamais sur ce point-là. On a déjà fréquenté les hôpitaux, on voit dans quelles conditions ils sont. Effectivement, on peut être d'accord avec eux. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui crée d'autres soucis, notamment quand il n'y a pas de service minimum et on a des personnes... Moi, je voulais dire en disant que ce n'est pas un bras de fer. Non, on va pas faire le débat sur le bras de fer. C'est pas la locomotion, mais c'est fondamental. Vous savez, c'est fondamental. C'est peut-être des jeux de mots. C'est fondamental. Non. Vous voyez, le syndicat des agents de la santé, c'est l'un des syndicats les plus forts. S'il s'agissait de bras de fer, c'est-à-dire que le meilleur gagne... Mais le gouvernement aussi est fort. Est-ce qu'un syndicat peut être plus fort qu'un gouvernement, normalement? Oui, mais si on parle de bras de fer, ça veut dire que le meilleur gagne. Donc peut-être c'est les agents de santé qui allaient être les premiers à être satisfaits. Je pense que c'est des revendications, quand même, somme toute légitimes qu'ils ont posées. Et quand ce n'est pas satisfait, il y a d'autres voies pour se faire entendre, et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas comme une opposition frontale où on veut savoir qui est plus fort, même si c'est l'impression. Mais c'est ce qui s'est passé dans le passé, quand on regarde avec les financiers justement qui ont pris une posture, qui ont obligé entre griffes le gouvernement à céder. C'est particulier le syndicat des agents. Est-ce que le SINCHA et les autres syndicats de la santé ne veulent pas justement non, ils ne veulent pas faire un bras de fer, dans ce registre-là en usant des voies légales. Et je pense d'ailleurs que quand on a suivi la ministre de la Santé, c'est ça, c'est pas un bras de fer. On essaye de voir par rapport aux ressources disponibles, mais tout ce qu'on peut noter, c'est que ces gens-là sont très déterminés. Voilà pourquoi ils font fi un peu des affaires de cœur, d'humanisme pour obtenir leurs résultats. Oui, ça, ils sont radicalisés dit en tout cas que tous les décès, en tout cas qui vont être enregistrés durant donc cette période de guerre sont à mettre donc à l'actif du gouvernement. Oui, Inoussa, qu'on n'a pas entendu sur le sujet. C'est vraiment regrettable que, en tant que communauté humaine, que nous ne puissions pas résoudre nos problèmes et que nous soyons obligés de mettre en péril la vie de certains de nos compatriotes de cette façon-là. C'est très regrettable. Et là-dessus, j'ai dit, et le gouvernement et les syndicats ne sont pas pardonnables. Je les mets tous sur le même pied d'égalité. Autant le gouvernement n'a pas supporté suffisamment ses responsabilités en faisant face à la plateforme revendicative des agents de santé, en discutant sereinement avec eux, en leur disant ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Autant j'ai dit que les agents de santé ne peuvent pas prendre en otage la vie de pauvres gens. Puis, ce qui est regrettable, c'est que le gouvernement lui-même et les familles de ces membres de gouvernement-là ne subissent pas de façon directe les conséquences de cette grève-là que les populations à la base. Ceux-mêmes à qui on va aller demander de payer l'impôt pour qu'on puisse satisfaire les syndicalistes. Donc je ne peux pas comprendre ça. Oui, c'est légitime leur revendication, parce qu'ils ne le demandent pas seulement que pour eux. Mais je dis que rien ne peut justifier qu'on aille en grève sans un service minimum, parce qu'on veut beurrer son pain, parce qu'on veut améliorer les plateaux techniques. Ça ne peut pas s'expliquer. Et je dis que nous devons nous asseoir dans ce pays et rediscuter. Parce que l'homme ne vaut pas parce qu'il a, mais surtout parce qu'il est. Et qui nous sommes. Alors, pour répondre à cette question peut-être de dialogue social, on en a déjà eu avec cette conférence sur la remise à plat des salaires. Des conclusions ont été tirées de cette rencontre. Mais finalement, on continue donc de faire fi de ces conclusions et de résoudre les problèmes au cas par cas. Finalement, oui, c'est ça que je dis. On ne peut pas s'appuyer
sur la prétendue irresponsabilité de nos gouvernants pour brûler ce pays. J'ai dit non. Le MPP passe. Roch Kaboré et son gouvernement passent. Mais le Burkina demeure. On ne peut pas continuer à faire affaisser ce pays, à faire souffrir des Burkinabés parce que nous avons élu des gens qui ne répondent pas à nos revendications. Mais justement, on demande tout simplement au gouvernement de donner suite à des accords que le gouvernement a signés. Oui, c'est vrai. Quand le gouvernement est incapable de répondre pour ce pourquoi ils ont été élus, il y a des échéances électorales. On peut par exemple commencer à sanctionner ce gouvernement-là, à sanctionner le président de la République en 2020 parce qu'il n'a pas été capable de tenir parole qu'il a donnée en 2015. Oui, on va dire que ce n'est pas un appel à voter contre. Voilà. C'est un chemin, c'est le droit de tout le Burkinabé à un moment donné, constater que ceux que nous avons élus, nous leur avons posé des problèmes, ils sont incapables de les résoudre. Est-ce qu'on les reconduit, oui ou non? Je dis, à ce moment, chaque citoyen peut décider. Voilà, en fonction en tout cas du bilan, voilà, donc, en fonction du bilan. Sera fait, oui. Deuxièmement, j'ai dit, est-ce que, en tant que syndicaliste, parce que le gouvernement n'a pas répondu à ma revendication, je dois, au nom de cela, laisser mourir d'autres Burkinabés? C'est là que mon problème est posé. C'est exactement la même chose que je disais quand les policiers ont à un moment donné grévé. Et nous devons aller plus loin au Burkina et en Afrique de façon générale pour réfléchir à comment nous revendiquons. Parce qu'aujourd'hui, notre façon de revendiquer en arrêtant le travail, dans les industries, ça peut se comprendre. Parce que quand on a un grand patron qui a une industrie et qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de produire, ça joue, bien entendu, sur ses rendements. Ouais. Mais dans le cas d'un État, quand on arrête de travailler, qui paye les pots cassés? Est-ce que le gouvernement paie véritablement en dehors de sa crédibilité? Qu'est-ce qu'il paie? Donc, à un moment donné, situons bien les choses, réfléchissons à comment nous revendiquons, quelle que soit la légitimité de nos revendications, mais ne mettons pas en péril la vie des Burkinabés et ne travaillons surtout pas à affaiblir notre pays, parce que pendant que nous sommes en train de faire ça, les autres autour de nous sont en train d'avancer. D'accord, on a bien compris votre analyse sur ce sujet. Bilgo, avant de poursuivre. Ouais, moi, je pense que tant qu'il y aura pas une équité dans la redistribution des richesses au Burkina, il y aura toujours ce remous-là. Et quand je parle d'équité, je parle même de justesse de l'exploitation des ressources de ce pays-là. Et regardez, quel que soit, on peut reprocher aux syndicalistes ou au gouvernement ce qu'on veut. La solution n'est même pas à mettre sur le président Roch lui seul ou le un régime. La solution est globale. C'est même une prétention, ce slogan de campagne de dire que Roch la solution. Pour un pays qui était tombé aussi bas. C'est tout le monde la solution. Tout le monde parle de changement, mais personne ne veut changer en réalité. Justement. On est tous, dans chaque secteur, on parle de changement, personne. Regardez le MINFID par exemple. On parle de rééquilibrer le budget parce qu'il y a une explosion. On est tous d'accord sur le fait. Oui, il y a une explosion. Mais en réalité, personne ne veut prendre la douleur sur lui. Oui. C'est pour ça que j'ai posé la thèse de l'exemplarité et de la légitimité politique. Quand on n'est pas légitime, quand je dis légitime, c'est dans son fonctionnement. Ce n'est pas dans la constitution, l'élection. Oui, ils sont légitimes, ils ont été élus. Mais légitime dans le fonctionnement. Dans les actes que l'on pose, on ne peut pas demander à une masse de vous suivre. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des faits ici qui disent le contraire. On est d'accord que les caisses sont vides. Mais d'une manière factuelle, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Certains ont construit des bunkers à Manga, d'autres se sont procuré des talismans, etc., etc. Donc quand on dit quelque chose et que dans les faits, on ne voit même pas que cette pénurie de denrées-là existe pour tous les Burkinabés, c'est normal que d'autres Burkinabés se plaignent et ils utilisent justement tous les moyens qui sont à leur disposition pour se faire entendre. Et c'est vrai que ça fait mal, ça crée des moments. D'accord, en 30 secondes, on peut laisser les politiciens opposer, par exemple les syndicats, avec l'opinion nationale. Mais nous, en tant que journalistes, ce que nous disons, au contraire, radicalise la lutte syndicale. Parce que... Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a des revendications légitimes et des revendications au profit de la population. Les médecins disent que oui, même si nous ne partons pas en grève, il y a des gens qui meurent. S'il n'y a pas d'équipement adéquat, si le plateau technique n'y est pas, si le cadre ne s'y prête pas, si la formation continue n'est pas assurée, souvent il va des malades mourir. On dit que l'hôpital Elgado, c'est mouroir. Ça, c'est ça la grève. Donc, il ne faut pas opposer les syndicats à la population. Non, il faut revoir le problème de façon globale. Et vous êtes un agent de l'État, comme moi. On sait que le traitement salarial
ne nous permet plus de vivre. Et qui a donné l'exemple, qui nous le dit? C'est les agents des finances. C'est-à-dire que quand vous regardez les avantages qu'ils ont revendiqués et qui disent que ce n'est pas trop, c'est un minimum, ça veut dire qu'en réalité, tous les agents de l'État devraient avoir ces avantages. Pourquoi? Vous savez, d'abord, depuis la révolution, la période révolutionnaire, je vais aller rapidement. C'est-à-dire qu'on avait demandé le sacrifice à commencer par les agents de l'État. Depuis lors, c'est au gré des luttes syndicales qu'on a augmenté. Et pendant ce temps, si vous regardez les pouvoirs constitués, c'est-à-dire ce que le député gagne, ce que le ministre gagne, ce n'est pas seulement parce qu'il est ministre. Ça lui permet de vivre dignement. Mais l'agent de l'État est obligé de lutter. Deuxièmement, si vous regardez à compétences égales, celui qui est employé, par exemple, dans le privé ou dans les institutions sous-régionales, il faut voir combien il gagne, même dans les projets de l'État. C'est-à-dire qu'il gagne quand même une somme qui lui permet de vivre. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas atteindre ce niveau? C'est pour ça que moi j'étais d'accord pour la réforme, une réforme globale, pour qu'on s'asseye, pour qu'on discute. Tant que c'est pas comme ça, les gens sont braqués. Les gens, on parle de ces gens, on parle des agents de la santé, mais il y a d'autres agents qui manifestent. C'est les inspecteurs du travail, c'est les administrateurs civils et bien d'autres vont arriver. D'accord. Alors, on a compris vos différentes Inoussa en 10 secondes. Oui, juste. Oui. C'est vrai que la lutte est légitime. Les revendications posées sont légitimes. On le reconnaît tous. Et c'est vrai que nos autorités ne donnent pas le bon exemple. Mais je dis aussi que ce n'est pas parce qu'eux ne donnent pas le bon exemple que nous aussi on se mettra à siphonner ce pays. J'ai dit, s'ils ne donnent pas le bon exemple, on les change jusqu'à obtenir ceux qui donnent le bon exemple. On a fait l'insurrection populaire. Kizerbo disait que quand tu fais un saut dans le feu, il y a nécessairement un second saut à faire si tu ne veux pas être consumé. Donc si les Burkinabés ont fait un saut et qu'ils estiment que ce saut n'est pas bon, il faut changer, il faut sauter. On a bien compris. C'est pas bon. Non, ils estiment que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Quel que soit le régime ils revendiqueront. Parce que c'est des accords qu'ils ont signés, qu'ils ont obtenus, des droits à mettre en place. C'est pas, faut pas. C'est des criminels cumulés que ce régime aussi a hérité. C'est la vérité. Alors on a bien compris. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir pour discuter. Oui, on a déjà discuté. Les conclusions de si nous pouvons revendiquer, c'est parce que le Burkina est toujours debout. D'accord, on a bien compris donc vos différentes positions sur ce sujet. On va parler donc de cette, je ne sais pas si on doit appeler ça une grève ou bien l'application en tout cas de l'arrêté du maire de Ouagadougou sur la circulation des véhicules poids lourds dans la ville de Ouagadougou. En tout cas, ça a créé peut-être un blocage donc aux différentes entrées de la ville de Ouagadougou, les camions ayant donc garé donc le long des différentes voies d'accès à la capitale. Alors c'est un mouvement que vous avez suivi. Alors que pensez-vous donc de cet arrêté du maire qui interdisait donc aux gros porteurs de circuler à Ouagadougou entre 6h et 22h si je ne me trompe pas. Xavier. Je pense que le décret, ou du moins l'arrêté, je ne sais pas si c'est un décret ou un arrêté, en tout cas ça a été revu à la dernière minute, pour corriger un peu, pour tenir compte de certaines préoccupations des chauffeurs. Mais je pense que le fond du problème, ce n'est pas une question d'entrée ou de sortie à des heures. C'est un problème de voie. Vous savez qu'à l'intérieur de Ouagadougou, les voies ne sont pas assez larges. Donc ça ne permet pas une certaine fluidité, même aux heures qu'on estime assez fluides de façon générale. Donc je pense que les autorités devraient travailler à assainir les choses à ce niveau et aussi peut-être voir le cas de la sensibilisation. Si vous voyez le contexte dans lequel ce décret qui limitait 6h, 22h a été pris, je pense que c'est peut-être sous la pression de ce que les gens ont épilogué sur les réseaux sociaux et aussi sur ces accidents mortels qui impliquaient les camions poids lourds. Ça veut dire que la mairie n'a pas essayé de réfléchir pour voir est-ce que au regard de la fluidité des entrées des véhicules et au niveau des voies, quelle décision il fallait prendre. Les gens ont dit sur les réseaux sociaux, voilà, il faut limiter ça à 2h, à 22h, à 5h pour permettre aux élèves d'aller tranquillement à l'école, pour permettre aux fonctionnaires de se déplacer. Mais je pense que le fond du problème, c'est l'exécuter de nos voies.
Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Sans ça, le problème va toujours poser. Ok, oui, Bilgo. Moi, j'ai appelé ça le décret émotionnel. Décret émotionnel parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de réflexion, en amont et en aval d'ailleurs, pour pouvoir permettre la mise en pratique de ce décret-là. Effectivement, on se pose... C'est un arrêté. De cet arrêté. Oui. On se pose la question de son impact global. Il y a eu des accidents, il y a eu une émulsion sur Facebook, et c'est là aussi que je dis qu'il faut faire attention à ne pas gouverner avec Facebook. Parce qu'on ne gouverne pas un pays sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que presque tous les ministères ont créé des pages Facebook. Mais regardez leur propre site internet, ce n'est pas mis à jour. C'est les ministres depuis 2013 qui ont toujours leurs photos sur leur site. Donc il faut faire très attention. Quand on prend la question de cet arrêté, il y a des chauffeurs qui vont arriver et qui voient leur travail horaire augmenter parce qu'ils doivent attendre aux entrées de la ville. Ils ne sont pas payés en heures supplémentaires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est décharger et repartir rapidement. Certains ont fait des milliers de kilomètres de pays voisins pour venir. Ensuite, vous avez même, cet arrêté aurait pu créer ce qu'on appelle une pénurie en termes d'alimentation, de denrées simples en fait, usuelles par les populations. Parce que les transporteurs, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent ce que nous consommons dans les boutiques. Et s'il y a des retards ou une file d'attente énorme, pour les faire décharger rapidement, d'autant plus qu'ils doivent aller faire des formalités à Ouaga Inter et aller peut-être dans les entrepôts, ça fait plusieurs manœuvres à faire. Est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir à délocaliser justement ces centres de concentration et de dédouanement administratif-là aux abords des villes? Et justement, il y a le problème de parking aussi qui a été posé par ces transporteurs et ces chauffeurs. Mais ils ont tout à fait raison. La question de l'exécuter des voies, vous allez voir peut-être des voies à Ouagadougou qui sont assez larges, et une bande de quelques centimètres de goudron posé et on laisse les à côté. Ça veut dire que même la question même des marchés et de ceux qui les ont exécutés là sont à revoir. D'accord, oui. Inoussa. Oui, c'est vrai que c'est un décret qui a été pris comme ça parce qu'il y avait la pression populaire. Mais je crois que la question des accidents à Ouagadougou ne se pose pas simplement parce que de gros camions circulent. Il y a plusieurs problèmes autour. Il y a la question de l'incivisme. Est-ce que nous savons circuler en ville? Est-ce que nous respectons le code de la route? Est-ce que nous avons été éduqués au code de la route? Il y a ce problème qui est posé. Est-ce que nous avons des voies suffisamment larges? Le débat est posé. Est-ce que nous avons pu ou su développer le secteur du transport en commun dans nos villes pour éviter que chaque individu soit obligé de s'acheter une moto? Selon certaines statistiques du ministère en charge de la mobilité urbaine, le nombre de motos a augmenté de 500% en l'espace de 2-3 ans, alors que les voies n'ont pas suivi. Donc il y a tout un tas de problèmes que ça pose et nous devons poser sereinement le débat et voir comment on peut, de façon sereine, trouver des solutions au lieu de prendre des décisions qui, à l'application, on se rend compte rapidement que ça pose d'autres problèmes, notamment le problème économique, parce que quand même, ceux aussi qui sont dans les gros camions sont des Burkinabés. Ils ont le droit aussi de circuler sur la voie. Donc on ne peut pas leur dire, laissez les fonctionnaires et les élèves vont aller à l'école, et quand ils vont finir d'aller, vous aussi vous allez. Non, je pense que c'est difficile qu'on le prenne même si sur par ce exemple truc-là. il y a ce projet de construction d'une nouvelle circulaire qui a déjà été lancé. Tout à fait. Mais en attendant, voilà, par exemple, le contournement, la voie de contournement, on peut quand même mieux redéployer nos forces de l'ordre. Voilà, et faire d'eux vraiment des agents qui contribuent à protéger la vie des Burkinabés. Et non pas seulement des gens qui, malheureusement, ont fait du racket à ciel ouvert, un travail au quotidien. On le voit sur les voies et c'est dommage. Tout ça contribue à affaisser vraiment notre État. Donc, je pense qu'il y a une réflexion globale à amener, et même que l'arrêté en question, bon, à partir de 16h, 17h, souvent, les policiers ne sont plus sur la voie. Qui va contrôler ces gros camions-là? Donc je pense qu'il y a une réflexion globale à mener et à éviter surtout, comme Bilgo le disait, de prendre des décisions sur la base des débats sur Facebook. Il faut en tenir compte, oui, mais il faut prendre sereinement des décisions qui puissent, dans le moyen et long terme, résoudre nos problèmes au lieu de les résoudre de façon
au cas par cas comme ils aiment le faire. Lui-même a reconnu qu'il était ému, il a versé une larme, ou du moins il n'a pas su retenir ses larmes, c'est la même chose, à la messe de requiem d'une des victimes. Mais je ne pense pas que ce soit une mesure émotionnelle. Vous savez, les politiciens, ils sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut attendre le moment propice. C'est-à-dire au moment où tout le monde est ému, à ce moment vous pouvez prendre une décision qui passe. Vous vous souvenez de la mesure de port obligatoire des casques? C'est pas passé. C'est le moment, c'est le timing qui ne convenait pas. Et les gens ont rejeté. Et j'espère que je vais pouvoir terminer. Donc pour moi, ça pose problème. Les poids lourds, de par leur envergure, de par leur allure, ça encombre la circulation. Mais si vous prenez une mesure tout d'un coup comme ça, ils vont vous demander, attends, vous avez quel problème? Vous êtes contre nous ou quoi? Et puis c'est des politiciens, et voilà, 2020 n'est pas loin. Donc ils ont profité, ils ont surfé sur l'émotion suscitée par la disparition accidentelle de l'hôpital. Mais vous rejoignez finalement ce que Bilgo a dit. Non, c'est le moment. J'ai dit, ils profitent, ils surfent sur cette émotion pour que ça soit accepté. Je ne pense pas que les transporteurs routiers ou les chauffeurs ont contesté. Le problème, c'est que ça a été fait dans la précipitation. Ça a été fait dans la précipitation. Ce n'est pas l'émotionnel, mais pour moi, c'est la précipitation. C'est-à-dire que et le maire aussi a reconnu, le conseil municipal a dit, qu'il y avait des amendements qui étaient attendus et que donc, ils vont prendre en compte ces amendements. Autrement dit, ils ont invité les parties prenantes, mais ils n'ont pas pris en compte tous les éclairages nécessaires. Ils l'ont fait dans la précipitation et bon, ils ont été doublement sages. Précipitation, mais pas émotion. Non, c'est pas ils font semblant d'être émotifs, mais c'est des fins calculateurs. Vous venez de poser le doigt sur ce qui fait mal dans ce pays. Justement, il ne faut pas attendre les bons moments. Tous les jours est un bon moment pour prendre ses responsabilités et prendre des décisions. Et c'est un gouvernement qui agit parce que l'on fait du bruit. Et il faut arrêter ça, il faut avoir de la vision. Oui, mais lorsqu'on a pris la décision du port obligatoire des casques, moi j'étais pour, et je suis encore pour, mais ce n'est pas passé. Mais ce n'est pas passé pourquoi? Il y a des raisons, il y a d'autres raisons qui ont été... Voilà pourquoi il faut attendre le moment propice pour que la mesure passe. Ce n'est pas une question de moment propice. Je pense que là, il ne faut pas attendre de tuer 2-3 élèves, ou la mort de 2-3 élèves pour prendre des décisions comme ça. Tout le monde voit que la circulation des camions aux heures de pointe avec les citoyens, c'est encombrant, c'est gênant. Dans ce cas, il faut préparer justement la prise de cette décision. Et la préparation pose la question même des centres de dédouanement qui sont à l'intérieur de la ville. On aurait dû réfléchir, si le maire était sorti nous dire, écoutez, c'est une situation que nous avons traitée parce que nous sommes en train d'identifier des sites de dédouanement à l'extérieur des villes, etc. Il aurait même pu ne pas prendre cet arrêté-là. Et les gens allaient dire, je pense que souvent aussi, nous avons besoin de gouvernements messianiques qui peuvent tout résoudre, alors que même pour dégager des zones de stationnement, vous allez avoir une opposition. Parce qu'il faut avoir un espace. Ensuite, vous allez avoir une opposition pour obliger ces gens-là. On a construit des boutiques. Les commerçants, ils refusent. Ils préfèrent encombrer. Sinon, par contre, je suis d'accord que ici à Ouagadougou, nos voies sont très réduites. On dirait que ça a été conçu depuis le moment où on parlait des 6 mètres. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, à cela, il faut que nous, les parents et les usagers aussi, on accepte se soumettre à l'obligation du port obligatoire, respecter certaines règles de casque. Voilà, de la circulation. Alors on va fermer donc ce chapitre et puis parler donc de cette affaire du déclassement d'une partie de la forêt de Koua qui fait en tout cas grand bruit actuellement. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous reparlons donc de ce sujet, notamment du site choisi pour la construction de l'hôpital financé par la Chine populaire. Donc au cours de la semaine, il y a eu de nouveaux développements, notamment la descente sur le terrain des forestiers qui ont arraché les bornes qui avaient été implantées par les Chinois. Et il y a également cette visite du ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Mais avant même donc d'entrer dans ces différentes visites sur les sites, pensez-vous qu'il y a plus d'arguments, en tout cas en faveur du déclassement d'une partie de cette forêt pour y implanter un hôpital? Bilgo. Moi, je suis contre le déclassement de toute ou partie de cette forêt. Le Burkina Faso est un pays sahélien et qui souffre en fait du réchauffement climatique. Et la question même de l'écologie est une question d'ordre mondial aujourd'hui. Et nous bénéficions en tant que pays de plusieurs financements justement pour préserver la faune et la flore. En plus de ça, souvenez-vous, un président emblématique comme Thomas Sankara en avait fait
hein, son cheval de bataille, quand on plantait un arbre à chaque naissance, etc. Nous avons besoin de recréer un écosystème forestier au Burkina. D'autant plus qu'il faut préserver cette forêt-là. Mais là, on est en face d'un paradoxe, un nouveau paradoxe burkinabé. Il y en a plusieurs, hein. Volonté de changement et on fait un remplacement, etc. Bon. Et donc ce paradoxe sur la forêt, ça dit quoi? Voilà une forêt, quand on regarde, qui n'est plus réellement une forêt. Parce que l'action humaine a joué un rôle important dessus. Ça veut dire tout simplement que ces gardes forestiers qui ont déboulonné les bornes, ils ont manqué même de faire leur travail des années avant. Où ils étaient? Pour que cette forêt-là ait été polluée par l'action humaine à ce point-là. Et donc, moi je pense que s'il faut implanter l'hôpital, il faut peut-être trouver un autre site, d'autant plus qu'on a le prix Nobel Alternatif 2018 qui est au Burkina, qui a fait un travail merveilleux sur le classement de la forêt. On peut bien trouver un autre site pour cet hôpital. Alors l'argument qui est avancé par les pros, si je peux dire, hôpital sur ce site, c'est que, comme vous l'avez dit, ce n'est plus une forêt dense comme on pourrait l'imaginer. Alors il y a des champs et les arbres ne sont pas aussi nombreux, même si le site fait partie donc de cette forêt de 350 hectares qui est d'ailleurs un site classé au patrimoine national. Inoussa. Bon, c'est un crime contre les générations futures que de vouloir détruire une forêt, même si elle ne l'est plus, pour construire un hôpital. Rien ne peut expliquer cela. C'est pas parce que il y a peu d'arbres qu'on doit finalement détruire le peu d'arbres qui restent. Bien au contraire, il n'y a pas de logique. Voilà. Raison de plus pour reboiser. Ça veut dire que quelque part, des gens n'ont pas fait leur travail. Et parmi eux, les forestiers. En même temps, le gouvernement, je me souviens, à l'Est, a chassé des populations sous le prétexte qu'il voulait protéger une forêt. Au même moment, on veut couper d'autres arbres pour installer une forêt. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand même si vous êtes fort, il faut écouter les populations. Vous ne pouvez pas vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Les Burkinabés vous disent, ne déclassez pas cette forêt. Même si on ne nous a pas connus comme grands défenseurs, en tout cas, de l'écologie, on dit on n'en veut plus. Trouver d'autres sites. Mais vous pouvez comprendre ça. Est-ce qu'il y a des sites qui manquent à Bobo? Je crois que non. On a suffisamment de problèmes dans ce pays-là. N'en rajoutons pas. Surtout que il y a d'autres espaces qui ont été prospectés. On peut envisager cela. Et il faut éviter de faire le bonheur du peuple malgré lui. On ne peut pas... Je termine sur ça. Sankara l'a dit, mieux vaut faire 10 pas avec le peuple que de faire 100 pas sans le peuple. Et là, j'ai l'impression qu'on veut faire des pas sans nous. Je pense que la dernière question qu'il a posée est très intéressante. Quand il demandait qu'il y a eu d'autres sites qui ont été envisagés, mais qui ne sont pas s'avérés concluants. Pourquoi des Bobolais n'ont pas accepté? Des Burkinabés résidant à Bobo ont refusé qu'on implante l'hôpital. Est-ce qu'il y a eu des refus? Je pense qu'il y a des sites où il y a des gens qui sont implantés. Si il faut y mettre l'hôpital, il faut faire des déguerpissements. Justement. Et puis il faut peut-être dédommager. Et peut-être que c'est ça qui a fait reculer le gouvernement. Pas forcément, mais justement, toutes ces questions, je pense que c'est des questions intéressantes qu'il faut poser. C'est parce qu'on a privatisé la terre au Burkina Faso. Prenez l'exemple de l'université Ouagadougou qui veut se construire à la sortie est de Ouagadougou. Des gens sont allés payer la terre à vil prix. Et actuellement, lorsque l'État veut récupérer la terre, les gens veulent vendre ça à des millions. Et c'est les mêmes qui sont certainement à la tête de l'État. Mais il y a des procédures, il y a une loi qui justement, je pense que les Burkinabés sont ingrats. Si on a choisi jusqu'à 3, 4, 5 et 4 sites, les gens n'ont pas été d'accord. C'est un problème de fond qu'il faut réfléchir. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on déguerpisse certains pour construire un hôpital? Il nous reste très peu de temps. Justement, je pense que la question de fond doit être posée. Il y a 500 000 Burkinabés qui naissent chaque jour et qui naissent chaque année. Oui. Voilà. Prenons 1 million chaque 2 ans. Ces gens-là vont aller où?
D'accord, on a bien compris votre préoccupation, mais je voudrais peut-être que vous réagissez très rapidement donc, à cette action des forestiers qui sont allés enlever ces bornes qui ont été posées. Imposer ça à la population, parce que vous devrez savoir aussi qu'il y a des Burkinabés qui sont d'accord pour qu'on déclasse la forêt. Donc, par contre, je ne suis pas d'accord avec l'argument selon lequel il n'y a plus d'arbres. Voilà, s'il n'y a plus d'arbres dans une forêt classée, ben, il faut y mettre des arbres. Mais il y a d'autres raisons qui militent, c'est-à-dire, j'ai écouté le ministre Alpha Bari sur une radio, qui dit que voilà, c'est un peu central pour que les populations puissent avoir accès facilement. Et que les autres sites là, ça prendra peut-être 20 ans avant que les populations prennent l'habitude d'y aller. Tout ça, c'est... Mais si on ne veut pas, on s'entend. Le ministre Alpha Bari aussi qui a dit que pour lui, ce n'était pas une forêt parce qu'il a marché sur la partie qui devrait accueillir. Oui, voilà. Il a aussi ajouté que si on doit chercher un autre site, peut-être que les partenaires chinois nous donnent 10 à 12 mois pour revenir. Peut-être pas pour ne même plus revenir ou passer à autre chose. En tous les cas, moi, c'est l'action des forestiers qui m'interpelle. Je pense que c'est des forces paramilitaires, souvent qui vivent dans la forêt, qui sont impliquées dans la lutte contre la fraude, le trafic de tous genres, le braconnage, mais aussi la lutte contre le terrorisme. C'est un corps que nous respectons. Il ne faut pas que ce corps se laisse aller à l'ambiance générale, par exemple en allant déterrer... Alors vous n'avez pas compris cette action qui a été posée par les forestiers? Voilà, le fait de soulever des bornes, de les enlever, de les déterrer. Voilà, de les déterrer, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Même leur seule présence sur ce site, en train de reboiser, allait suffire. Mais est-ce qu'il ne faut pas les comprendre? Parce que sans forêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, je suis d'accord, parce que tant que ce n'est pas déclassé, c'est eux qui doivent protéger. Voilà. Tant que ce n'est pas déclassé, c'est eux qui doivent protéger. Mais il ne faut pas... D'accord. Alors, réaction donc sur ça. Où est-ce que ces forestiers étaient lorsque les gens marchaient sur cette forêt? Est-ce qu'il faut en profiter et finir avec cette forêt? Ils devaient jouer leur rôle en amont. Les gens sont venus détruire la forêt, ils n'ont pas pu protéger la forêt. Alors, en 30 secondes, oui, en fait, moi, le fait qu'ils aient déboulonné les bornes, vous avez dit tout de suite, tant que ce n'est pas déclassé, ce qui ne l'est pas encore, puisque c'est un projet, c'est à eux d'assurer justement l'intégrité de cette forêt. Personne ne doit venir. Ensuite, ils ont dit, j'ai écouté un des forestiers, il dit qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant de la volonté. Les forestiers, eux-mêmes, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Donc, il y a un problème de communication. Peut-être qu'ils n'ont pas été informés officiellement. De toute façon, sur cette question, ni le ministre de l'Environnement, ni le ministre de l'Environnement, ni la commune de Bobo, ni le gouvernement n'avaient utilisé le même son de quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème même de communication sur cette question. Ils ne peuvent pas être au courant si leur ministre de tutelle est au courant. Puisque le ministre de l'Environnement dit qu'il n'était pas au courant, il a fait une lettre pour dire au maire qu'il n'avait pas. Non, ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant. D'accord. Peut-être en quelques secondes, Inoussa, sur cette action des forestiers. La partie chinoise se prononce clairement sur ce débat-là. Mais j'ai entendu dire que c'est pas eux qui ont choisi, en tout cas, le site concerné. C'est leur parole contre la parole du gouvernement. Qui croit et qui ne pas croire, c'est difficile. Mais dans tous les cas, je pense qu'il convient, autant pour nos autorités que pour les autorités chinoises, de nous dire clairement si vraiment ils tiennent absolument, comme on le dit, à être là-bas, ou encore si, comme on le dit, ça a été décidé hier. Oui, si dans quelques mois on ne trouve pas de site, ils vont partir. Non, qu'ils nous rassurent, qu'ils rassurent le peuple burkinabé, parce que, comme je le disais, les gouvernants partent. Ils partent, mais le pays demeure. Et l'amitié, là, c'est entre le peuple chinois et le peuple burkinabé. Et si tel est le cas, il faut que les Chinois aussi donnent de la voix pour assurer le peuple burkinabé. D'accord. Alors, ça va être le mot de fin de cette émission. Nous sommes, en tout cas, au terme du débat de presse de ce dimanche 26 mai. Alors, juste un mot sur cette forêt. Je pense que le gouvernement, en tout cas, une délégation a fait une visite hier sur le site et il a été décidé de mener des études, en tout cas une étude d'impact environnemental avant donc de prendre une décision finale. Merci à vous qui nous suivez tous les dimanches chez vous. Merci à vous également, chers confrères, de votre participation à cette émission. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut.